Bonjour à tous. Hi everybody. Today is Thursday, August 21st, 2024. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 août 2025 et notre ami Alex Cranor est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Ravi d'être avec toi, Nima. Merci pour l'invitation. Je pense que beaucoup d'entre nous souhaitent connaître ton point de vue sur l'issue de ces deux réunions. D'abord entre les États-Unis et la Russie, puis entre les États-Unis, les Européens et Zelensky ensemble. Mais avant d'en arriver là, Alex, en regardant ce qui s'est passé en Alaska puis aux États-Unis, comment compares-tu la nature de ces deux réunions? Nous avons vu des images provenant des deux côtés. Quelle est ta comparaison? Comment les perçois-tu? We saw pictures coming out of those meetings. Your comparison, how do you compare them? Eh bien, je pense que c'était assez évident pour tout le monde. Vous savez, la rencontre avec Vladimir Poutine a été cordiale. Trump et Poutine sont tous deux repartis avec de très bonnes impressions. Tout semblait très encourageant et positif. Et vous savez, les deux dirigeants ont manifestement donné l'impression lors de leur rencontre qu'ils contrôlaient chacun leur camp respectif. Ils étaient aux commandes, capables de conclure des accords, d'entamer des négociations, et ainsi de suite. Alors que la différence avec les dirigeants européens, c'est que tout le monde est venu en suppliant Trump. Personne n'est venu en souverain, prêt à faire des demandes ou à accorder des concessions. Ils sont venus supplier. Ils sont venus voir le papa, espérant, vous savez, s'assurer qu'il les aime toujours, qu'il continuera à les protéger et à rester avec eux. Et c'était presque embarrassant de les voir assis autour de son bureau, vous savez, comme des enfants turbulents dans le bureau du principal. Et ils avaient tous cet air-là. J'étais très surpris parce que, vous savez, le matin même, j'avais écrit dans ma newsletter que nous pourrions probablement en apprendre davantage sur l'issue de la réunion en observant le langage corporel de monsieur Zelensky qu'en écoutant ce qu'il nous dirait dans les communiqués de presse ou lors des conférences de presse. Et j'ai été surpris de constater que ce sont les dirigeants européens qui avaient l'air que je m'attendais à voir chez Zelensky, un peu paniqués, abattus, pas heureux, alors que Zelensky, quand je l'ai regardé, il avait l'air plutôt détendu. Il avait l'air à l'aise. Et je soupçonne que c'est parce qu'il avait une réunion en tête-à-tête avec Trump. Je crois qu'ils avaient prévu plus d'une heure pour cette rencontre. Ce n'est qu'ensuite qu'ils ont eu une réunion ensemble, Zelensky, Trump et les Européens. Et j'ai un peu l'impression que Trump a offert à Volodymyr Zelensky une porte de sortie en or, comme une bouée de sauvetage en lui disant « Écoutez, coopérez avec cet accord de paix et vous pourrez vous en sortir la tête haute. On vous laissera quitter tout ça vivant. » Et je pense qu'à ce stade, cela doit être la principale préoccupation de Zelensky, savoir s'il pourra même sauver sa vie avec la défaite de l'Ukraine. Et il avait probablement les assurances de Vladimir Poutine qu'il ne s'en prendrait pas à Zelensky. Et je pense que c'est pour cela qu'il était aussi détendu. Alors que lors de la conférence de presse avec Mark Rutte, Zelensky avait l'air d'avoir vu la mort. En revanche, cette fois-ci, ce sont les dirigeants européens qui semblaient avoir vu la mort. Et je soupçonne qu'une partie de la raison est liée à ces avoirs russes gelés. Je dois le mentionner, car l'une des choses que Donald Trump fait dans sa diplomatie de navette à travers le monde, c'est d'amener d'autres nations à faire des investissements très importants, très significatifs aux États-Unis. Il a donc obtenu que Ursula von der Leyen s'engage à investir 600 milliards de dollars de l'UPMR aux États-Unis. Il a conclu des accords de plusieurs centaines de milliards de dollars avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar, avec l'Arabie saoudite, et ainsi de suite. Et bien sûr, je doute fort que Trump ne souhaiterait pas un investissement très important de la part des Russes. Eh bien, vous savez,
Les Russes ont environ 300 à 335 milliards de dollars d'avoirs gelés en Occident. Et la majeure partie de cet argent se trouve en Europe. Il y aurait soi-disant environ 70 milliards en France, environ 37 milliards au Royaume-Uni, et je pense plus de 150 à 180 milliards en Belgique, chez Euroclear. Et je suis sûr que Trump et aux États-Unis, il n'y aurait qu'entre 5 et 8 milliards estimés. C'est tout. Je suis donc certain que l'accord très évident que Trump et Poutine pourraient conclure serait de dire « Hey, tu sais ces avoirs gelés, ce serait peut-être bien que tu les investisses aux États-Unis. On s'assurera que ce soit plus avantageux que dans l'UMOPMEAN. On les dégèlera, on lèvera certaines sanctions, etc. » Et si Vladimir Poutine ou le gouvernement russe ordonnait aux pays européens de transférer ces fonds à New York, et que Donald Trump disait « Il vaudrait mieux le faire, il n'aurait d'autre choix que de s'exécuter ». Et les puissances européennes comptaient déjà sur cet argent comme garantie pour alimenter un nouveau cycle de crédit. Emmanuel Macron, ou son Premier ministre, ou son ministre des Finances, je ne me souviens plus exactement, fantasmait déjà il y a quelques mois sur l'idée d'utiliser cet argent comme garantie, ce qui permettrait alors aux banques françaises de financer les entreprises françaises pour mener des travaux de reconstruction et de développement en Ukraine. Il disait « Oh, vous savez, la Russie a détruit l'Ukraine. Il est donc normal que la Russie paye pour la reconstruction. Nous devrions donc utiliser cet argent. » Il faisait tous ces calculs et nourrissait tous ses espoirs de pouvoir avec les États-Unis, simplement confisquer les avoirs russes. Et maintenant, je pense qu'il n'en sortira rien. Au lieu de cela, Trump va rapatrier l'argent aux États-Unis. Et il va conclure un accord avec les Russes. Et je pense que les Russes eux-mêmes ont toutes les raisons du monde de vouloir faire de même, car la menace directe pour la Russie vient d'Europe occidentale et de pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Pologne. Donc vous savez, c'est précisément à ces pays qu'on voudrait priver de ce capital, car il est certain qu'au final il servirait à financer le réarmement qui viserait ultimement la Russie. Je pense donc que personne n'a mentionné cela auparavant, mais c'est un coup évident porté à l'Europe que ni Poutine ni Trump n'hésiteront à infliger. Et s'il y a bien une chose prévisible chez Donald Trump, c'est qu'il voudra ces 300 milliards de dollars aux États-Unis. Alex, you've mentioned the meeting. Alex, tu as mentionné la réunion et tu as comparé le comportement de Zelensky et tu regardes les visages des Européens. Et voici la photo de cette réunion. Je vois quelque chose de plus profond que cela, Alex. À mon avis, ce qui se passe avec Zelensky, c'est qu'il a tout perdu. Il ne se soucie plus de rien d'autre. Mais en ce qui concerne les Européens, ils ressentent profondément que les États-Unis sont en train de les abandonner. Ils ne veulent pas l'accepter. Tu as parlé de papa, mais ils considèrent vraiment les États-Unis comme leur papa. S'il n'est pas à la maison, ils doivent se battre entre eux. Ils doivent se disputer sur des choses qui ne sont pas si importantes géopolitiquement, mais qui sont tellement importantes pour eux sur le plan intérieur. Oui, il me semble que les Européens se sont rendus tellement passifs et soumis aux États-Unis, à l'establishment anglo-américain, que depuis des décennies, non seulement ils ont suivi les politiques dictées par cette élite anglo-américaine, mais ils se sont atrophiés à tous les niveaux. Ils n'ont pas tracé leur propre voie. Ils n'ont réfléchi à aucun chemin géostratégique pour l'avenir, à aucune stratégie de développement économique, à ce que devraient être les sociétés européennes, à quelle devrait être leur politique, quels devraient être leurs objectifs,
quelles devraient être leurs aspirations. Ils ont simplement adopté de manière passive ce modèle économique. D'accord, nous allons nous procurer de l'énergie auprès de la Russie et d'autres sources, ainsi que des ressources naturelles de nos anciennes colonies. Nous produirons des biens industriels avancés et nous les exporterons vers les États-Unis et la Chine. Et vous savez, cette approche s'est enracinée. Il me semble que les penseurs de haut niveau, et disons les décideurs politiques en Europe, s'attendaient à ce que les États-Unis soient toujours leurs meilleurs amis pour toujours, et qu'ils pourraient toujours compter sur eux et s'appuyer sur eux, et que cette situation durerait indéfiniment. Ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que cela n'est pas nécessairement favorable aux intérêts américains. Et pour quiconque a lu l'histoire, il devrait savoir que, périodiquement, peut-être une fois par génération ou deux, il y a toujours une réaction venant de l'intérieur des États-Unis pour rompre ces liens avec les anciennes puissances coloniales européennes, car celles-ci traitent aussi toujours les États-Unis comme leur possession coloniale. Elles veulent que les États-Unis absorbent leurs produits, qu'ils maintiennent la paix dans le monde pour elles et qu'ils fassent la guerre à leur place. Et c'est essentiellement ce qui épuise les États-Unis. Cela les a affaiblis politiquement, économiquement et financièrement, et cela a terni leur réputation. Il faut toujours se rappeler que les États-Unis sont devenus un pays précisément en réaction contre cette mentalité colonialiste et ce modèle de gouvernance. Ainsi, de temps à autre, il y a des réactions contre cela, et une partie de l'establishment politique américain tente de tracer une voie indépendante. Par le passé, nous avons eu, je ne sais pas, William McKinley, FDR, John F. Kennedy et d'autres encore, selon la façon dont on analyse la situation et jusqu'où ils sont allés dans leur tentative de changer la trajectoire des États-Unis. Mais Donald Trump n'est pas quelque chose d'unique ou de radicalement différent. Il n'est que le dernier à essayer de modifier l'orientation de la politique américaine, en s'éloignant du rôle de garçon de course des intérêts coloniaux européens. Pendant ce temps, les dirigeants européens sont devenus complaisants dans cette relation de subordination envers les États-Unis et en comptant sur eux pour protéger leurs intérêts. Et maintenant que Trump a montré de façon définitive qu'il n'est plus intéressé, je pense qu'ils sont complètement perdus. Ils n'ont aucun plan de secours. Ils n'ont pas de plan B. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pris aucune disposition pour leur propre sécurité. Ils n'ont aucune stratégie politique ou économique indépendante, et donc ils sont perdus. Ils ont l'air pâles, avec ces expressions faciales vides. Maintenant, ils doivent repartir de zéro et essayer de comprendre quoi faire. Je pense que l'Union européenne elle-même, sans le parapluie protecteur des États-Unis, va se transformer en puissance querelleuse. Je pense que l'Union européenne n'a plus d'avenir. Je pense qu'il en va de même pour l'OTAN. Aussi incompétents que soient ces 7 dirigeants à la Maison-Blanche, ils sont assez intelligents pour comprendre cela, qu'ils n'ont rien à offrir à leurs électeurs. Donc, ils paniquent, à mon avis. Je pense que l'un des principaux accomplissements de ces 2 réunions a été la question du cessez-le-feu. Et Donald Trump ainsi que son administration faisaient énormément pression pour obtenir un cessez-le-feu. Nous voulons qu'il se passe quelque chose en Ukraine, mais il semble que l'administration Trump ait déjà retiré cela de son ordre du jour. Vous voyez. Je ne le vois pas exactement de cette façon. Je pense que Trump n'a jamais vraiment cherché à obtenir un cessez-le-feu. Et la raison pour laquelle je le crois, c'est que c'était tellement évident que cela était inacceptable pour la Russie et que la Russie n'avait même pas besoin d'en discuter.
Et lors des discussions entre Trump et Poutine au téléphone, vous savez, qui ont commencé en février, et avec le nombre de réunions que Steve Witkoff a eues avec Poutine et avec Lavrov, je pense que les Russes ont eu amplement l'occasion de leur faire comprendre ça très clairement. I think that Russians had plenty of opportunity to make that perfectly clear for them. And, I doubt that. Et, vous savez, je doute que les gens de l'administration Trump ou Trump lui-même soient assez stupides pour ne pas comprendre cela. Donc je pense que la raison pour laquelle ils ont même promu cette histoire de cessez-le-feu était simplement une sorte de diversion, une opération psychologique. C'était un récit destiné au grand public, mais je pense qu'il n'était pas sincère. Et je pense que les véritables discussions se tenaient secrètement entre le gouvernement russe et le gouvernement américain. Toutes ces absurdités avec le général Kellogg et le cessez-le-feu, je pense que ce n'était qu'une sorte, disons, d'apaisement narratif envers certains réseaux d'intérêt en Occident. Pensez-vous que la manière dont Donald Trump a accordé une interview à Fox News, dans laquelle il a déclaré que Poutine est tellement fatigué et pourrait accepter la présence de troupes européennes, en particulier du Royaume-Uni, d'Allemagne et de France, en Ukraine, soit significative? Voici ce qu'il a dit avant que je recueille votre réaction à ce sujet. Ursekales, vous bénéficiez néanmoins des protections de l'article 5 pour le Royaume-Uni, donc ils ne feront pas partie de l'OTAN, mais vous disposez toujours des mêmes protections. Non, c'est pour ça. Donc ils ne vont pas faire partie de l'OTAN, mais nous avons les nations européennes, et elles vont prendre les devants, et il y en aura certaines. La France et l'Allemagne, quelques-unes, le Royaume-Uni. Ils veulent avoir, vous savez, des troupes sur le terrain. Je ne pense pas que ce sera un problème, pour être honnête avec vous. Je pense que Poutine en a assez. Je pense qu'ils en ont tous assez. Mais on ne sait jamais. Nous allons en apprendre plus sur le président Poutine dans les prochaines semaines. Ça, je peux vous le dire. Et nous verrons comment tout cela évolue. Vous savez, il parle de déployer des troupes au sol. D'un autre côté, nous verrons ce que Poutine dira. Il laisse la porte ouverte pour en discuter lors de la réunion, pendant les entretiens qu'il va avoir avec Vladimir Poutine. Avez-vous l'impression il me semble qu'il fait avancer l'affaire petit à petit? Et allez-y, comment voyez-vous les choses? Je pense que l'affaire avance clairement, Nima, et c'est très important. Je veux dire, rappelons-nous où nous en étions il y a 7 mois. Joe Biden était à la Maison-Blanche, et la politique étrangère américaine était menée par Jake Sullivan et Anthony Blinken. C'est quelque chose de très très radicalement différent. Et je sais que c'est peut-être difficile à apprécier parce que Trump nous a fait traverser 7 mois de manipulation psychologique, de désinformation, de tromperie, de mensonges et d'absurdité. Mais je pense que cela ne faisait pas partie d'une véritable élaboration de politique. Je crois que ça faisait partie d'un chaos orchestré pour que personne ne sache à quoi s'attendre ni ce qui va se passer au final. Et je pense que la déclaration que vous venez de diffuser dans la vidéo en est exactement un autre exemple. Parce que Trump fait une déclaration qui ne dit absolument rien. Poutine en a assez de tout ça. Eh bien, Poutine ne va pas commettre l'erreur d'arracher la défaite des mâchoires de la victoire simplement parce qu'il est fatigué et qu'il a perdu patience. Et puis Trump lui-même dit, genre, « Oh oui, ça ne va pas être un problème. Je ne pense pas que ce sera un problème. » Eh bien oui, ce ne sera pas un problème parce que les Russes vont dire non. Et ensuite il dit, « Eh bien on verra dans quelques semaines. » Et cette interview, la plupart des gens ne s'en souviendront même plus demain. Encore moins dans 7 semaines. Mais il y a une chose que je voulais souligner.
il y avait une photo de Zelensky avec Trump accompagnant cette déclaration. Cela m'a frappé parce que je ne pense pas avoir vu Zelensky aussi heureux depuis environ 3 ans. Je pense qu'il ressent d'une certaine manière que le fardeau qu'il portait sur ses épaules est en train de s'alléger. Parce qu'Alex, il faut comprendre ce qui se passe avec Zelensky. C'est un président qui envoie les habitants de son pays sur le champ de bataille pour se faire tuer, pour se faire massacrer, à mon avis. Et la plupart de ces décisions ne viennent pas du côté ukrainien, elles viennent de l'extérieur. Et après tout, nous ne savons pas ce qui se passe avec Zelensky. Nous ne savons pas ce qu'il ressent vraiment, car il n'est pas honnête, à mon avis, dans la façon dont il s'exprime, et qui a une forme d'influence sur lui, qui essaie de le pousser à poursuivre le conflit. Je ne crois pas que tout tourne autour de Zelensky. Non, tu as raison. Tu as raison, Nima. Je pense que si l'on prête attention aux déclarations de certains dirigeants européens et de chefs militaires occidentaux, il est très clair que ce sont les puissances occidentales qui dirigent la situation en Ukraine, et que Zelensky n'est là qu'en tant que figurant, une sorte de marionnette. Des personnes comme le général Hudds, le général Breedlove, Mark Milley, etc. ont imposé la stratégie militaire des forces armées ukrainiennes, ainsi que la gouvernance du gouvernement ukrainien. Il y a également eu une forte implication du MI6 sous la direction de Sir Richard Moore, et ainsi de suite. Et ils ont parlé de mener le recrutement de manière plus agressive, recruter davantage de femmes dans les forces armées ukrainiennes, recruter des personnes plus jeunes, recruter des personnes plus âgées. Toutes ces pressions venaient de l'Occident. Et nous savons que nous avions ces groupes de réflexion britanniques qui ont été assez ouverts dans leur rapport sur la nécessité impérative que la guerre en Ukraine se poursuive. Ils ne se souciaient pas du nombre d'Ukrainiens qui mouraient, ils avaient simplement besoin que la guerre continue, encore et encore. Et ils en ont toujours besoin, car maintenant les dirigeants européens parlent de reprendre le flambeau en 2028 ou 2029. Mais pour que cela se produise, il faut que la guerre continue. Ils doivent empêcher la paix de s'installer, car sinon se pose le problème de savoir comment déclencher une toute nouvelle guerre. Si une guerre est déjà en cours, on peut toujours manipuler la crise pour y envoyer des troupes. Macron, encore une fois, bat le rappel au sujet de ses troupes de réassurance, et il effraie tout le monde avec cet ogre assoiffé de sang qui serait à nos portes, c'est-à-dire les Russes. Donc, tant que le chaos continue, on peut simplement s'y joindre. Mais si la paix s'installe, alors il y a un problème. Comment orchestrer une toute nouvelle guerre et la lancer? Ce qui, vous savez, n'est pas facile à faire. Je ne sais pas comment, mais d'une certaine manière, en regardant la réunion, on ne voit pas vraiment Starmer comme quelqu'un d'audacieux. On voit Merz. Ils ont réussi, d'une façon ou d'une autre, à placer Merz dans une position. Il me semble que Merz est bien plus le Premier ministre du Royaume-Uni que Starmer. Comment ont-ils réussi cela? Comment ont-ils pu y parvenir, à votre avis, avec Merz? Eh bien, je pense que c'est parce qu'ils font tous partie du même réseau de pouvoir. Merz était auparavant le PDG de BlackRock pour l'Allemagne. Emmanuel Macron était banquier chez Rothschild en France. Keir Starmer, pas vraiment, mais Keir Starmer est un remplaçant de Tony Blair, de la même manière que Joe Biden était un remplaçant de Barack Obama. Et Tony Blair fait partie de la structure de gouvernance de la City de Londres. Après leur avoir livré la guerre en Irak en 2003, ils l'ont récompensé avec un contrat de conseil de 5 millions de dollars par an.
Ensuite, ils l'ont nommé envoyé pour la paix au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Et il est toujours profondément impliqué dans tous ces événements, en Ukraine, au Moyen-Orient, en Syrie, au Liban, en Israël. Et Starmer n'est qu'un de ses protégés marionnettes qui fait probablement tout ce que Tony Blair lui dit de faire. Probably doing whatever Tony Blair tells him to do, and then Tony Blair does whatever his. Et puis, vous savez, Tony Blair fait ce qu'il veut, ou plutôt ce que ses employeurs lui disent de faire. Et ses employeurs sont presque certainement les oligarchies financières qui dirigent la City de Londres. Ensuite, que l'on parle de Merz, de Starmer ou de Macron, ils répondent tous aux mêmes structures de pouvoir ultimes, aux mêmes puissances qui gouvernent à la fois Londres et Paris, et qui exercent aussi une certaine domination en Allemagne. Domination qui pourrait leur échapper si Merz était renversé d'une manière ou d'une autre, ou battu aux élections. Alors, qui sait, peut-être que l'AfD prendra le pouvoir. Dans ce cas, ils devront annuler la démocratie allemande. Et la même chose pourrait arriver avec Emmanuel Macron. C'est pourquoi ils ont éliminé sa principale adversaire, Marine Le Pen. Mais c'est un combat qu'ils mènent sans cesse. Et puis quand ils ont leurs marionnettes au gouvernement, ils peuvent faire la division du travail. Starmer est maintenant sous pression parce qu'il ne se contente pas de soutenir ces guerres, soutenant Israël, soutenant l'Ukraine. Il s'engage aussi dans une répression de plus en plus brutale de la dissidence en Grande-Bretagne. Et maintenant, au Royaume-Uni, il y a une perception largement répandue que le pays risque de sombrer dans une guerre civile, qu'il va y avoir une révolte massive, une révolution dans les rues de Grande-Bretagne. Alors, peut-être que, vous savez, les causes impopulaires comme la guerre en Ukraine, peut-être que ce flambeau passe à Merz pour le moment. Et, vous savez, Macron s'en sort encore à peu près. Il pourrait aider, mais peut-être que Starmer doit s'asseoir et se taire pendant un moment. Où se situe la Pologne dans tout ce calcul? Sikorski se souvient que la Pologne était la plus belliciste. Nous pensions qu'ils allaient être sur le champ de bataille à combattre les Russes lorsque ce conflit a commencé. Vous vous souvenez de cette époque et à quel point le gouvernement polonais était agressif? Où en sont-ils aujourd'hui? Quel est leur ressenti à ce sujet? D'accord. Donc je ne suis pas totalement certain, mais le nouveau gouvernement en Pologne, c'est un peu plus difficile pour moi à comprendre parce qu'ils ne sont toujours pas très amicaux envers les Russes. Mais ils ne sont plus non plus très amicaux envers les Ukrainiens, car ils sont très sensibles aux événements de la Seconde Guerre mondiale, où les collaborateurs nazis ukrainiens ont massacré un grand nombre de Polonais, comme lors du massacre de Volhynie et d'autres. Donc, ils ne sont pas contents de l'Ukraine. J'ai oublié, est-ce qu'il y a 2 millions de réfugiés ukrainiens en Pologne, ou 1,6 million? J'ai oublié le chiffre, mais il y a un très très grand nombre de réfugiés ukrainiens en Pologne, et ils sont dans des positions privilégiées. Et le peuple polonais en ressent du ressentiment. Ensuite, l'Union européenne, pour aider l'Ukraine, accorde à la production agricole ukrainienne une position privilégiée sur les marchés européens, ce qui rend la vie très très difficile pour les agriculteurs polonais, et pas seulement polonais, mais aussi roumains, hongrois, etc. Ils en éprouvent également du ressentiment. Donc même s'il n'y a pas de dissidence perceptible en ce qui concerne l'hostilité envers la Russie, il y a clairement des divergences quant au soutien à l'Ukraine. Et puis il y a d'autres sujets comme la politique migratoire et tout cela. Donc je pense que nous en saurons plus avec le temps, mais pour l'instant, c'est, vous savez, une situation
mitigés. Ils rejettent le projet Ukraine et veulent s'en détacher, mais ils ne cherchent pas forcément à entretenir des relations très amicales avec la Russie. Mais c'est une situation très dangereuse, car si vous vous souvenez, je crois que c'était vers 2009, les Russes ont tenté de renouer des relations avec la Pologne. Vladimir Poutine s'est rendu sur le site du massacre de Katyn de la Seconde Guerre mondiale et a officiellement présenté ses excuses au peuple polonais. Officially apologized to the people of Poland, and he acknowledged for the first time that Et il a reconnu pour la première fois que les Soviétiques étaient en partie responsables de cela. Car jusqu'alors, vous savez, le massacre était en quelque sorte présenté comme une atrocité nazie. Mais la vérité, c'est qu'il s'agissait d'une atrocité soviétique. Les Polonais le savaient, les Russes le savaient, mais le récit officiel ne pouvait pas être mis en question. Puis Poutine est venu en Pologne, il a reconnu cela, et il a présenté des excuses officielles. Et donc je crois que le lendemain, ou 2 jours après, un avion entier de responsables polonais, dont le président polonais et plusieurs généraux de l'armée, s'est envolé pour la Russie afin d'y mener des discussions. Et puis, d'une manière ou d'une autre, mystérieusement, tout cet avion est tombé du ciel et tous les passagers ont été tués. Je ne sais pas quel est le statut officiel de cette enquête, mais il me semble que quelqu'un dans le monde, une grande puissance, ne veut pas que quiconque en Occident entretienne des relations amicales avec la Russie. Toute personne qui essaie de cultiver de bonnes relations avec la Russie finit par en subir les conséquences. Je pense que Trump est peut-être maintenant la seule personne dans le monde occidental assez forte politiquement pour pouvoir commencer à améliorer les relations avec la Russie. Mais cela n'est pas encore visible depuis la Pologne. Je pense que la principale raison, pour moi, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre la Russie comme leur pire ennemi. Ils ont créé quelque chose à partir de rien, à mon avis, qui n'existe plus. Il n'y a plus d'Union soviétique. Il n'y a plus de parti communiste en Russie. Il n'y a pas de mouvement vers l'Europe. Mais malgré tout, ils inventent autre chose. Ils disent que ce ne sont plus les communistes, mais les ambitions impérialistes russes qui nous menacent. Ils inventent quelque chose pour continuer. C'est pourquoi je ne suis pas très optimiste, Alex, en ce qui concerne la relation entre l'Occident et la Russie, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Eh bien, je dirais que tu as raison, Nima, car cela s'inscrit dans une continuité qui remonte au XVIe siècle. Tu sais, quand il y a eu l'invasion polono-lituanienne, puis l'invasion suédoise de la Russie, puis Napoléon, et ce n'a été qu'une vague après l'autre de puissances européennes attaquant la Russie. Certaines de ces attaques étaient de véritables invasions militaires, comme la Pologne, la Suède, Napoléon, la France, Hitler. D'autres relevaient de la subversion, des révolutions de couleur, de l'infiltration, et cela n'a jamais cessé. Et c'est toujours justifié auprès des opinions publiques occidentales par des discours du type « La Russie est mauvaise, la Russie est communiste, les Russes sont des ogres, des troglodytes, ils sont arriérés, ce sont des Huns, des hordes asiatiques, et ainsi de suite. » Une chose a changé après 500 ans de cela. Eh bien, vous savez, 450, disons cela. Et c'est grâce à Internet, car nous n'avions jamais eu cela auparavant. Nous n'avions jamais eu la possibilité de voir et d'entendre les dirigeants russes dans leurs propres mots. Nous n'aurions jamais pu, vous savez, voir Tucker Carlson interviewer Vladimir Poutine. Nous n'aurions jamais pu voir Sergei Lavrov parler pendant 1 heure ou 2 à des publics occidentaux. Nous n'aurions jamais pu voir le peuple russe sur les réseaux sociaux et découvrir la vérité en temps réel. Donc je pense que c'est un facteur sans précédent, mais il change clairement l'équation sociale. Et la façon dont il la change, nous ne le savons pas, car nous ne faisons que le découvrir maintenant. Mais il me semble qu'aujourd'hui,
Ce facteur qui consiste à effrayer les populations occidentales, en disant qu'il existe ces hordes barbares qui nous submergeront à moins que nous ne nous armions jusqu'aux dents et partions en guerre, demeure. Je pense que ça ne fonctionne plus. Et je crois que ça fait partie du problème car ils essayent de nous faire peur avec la Russie. Mais je sais, grâce à diverses sources, que les opinions en Occident, même en Europe de l'Ouest, dans des pays comme la France et l'Allemagne, sont très très partagées. Et je pense que la majorité des gens ne croient pas vraiment que la Russie représente une menace pour nous. Donc, si vous essayez de les mobiliser, de les envoyer à la guerre, de leur faire détruire leur pays et sacrifier des centaines de milliers de leurs enfants, cela ne fonctionnera pas comme il y a 70 ans, 100 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et avant cela. L'un des principaux problèmes, Alex, en Ukraine, ce sont les garanties de sécurité. Le camp russe, le camp occidental, n'en parlent que. Ils y réfléchissent. Quand il s'agit de l'Occident, je parle surtout des Européens, ils considèrent que l'Ukraine doit disposer d'une certaine capacité de dissuasion et d'une certaine puissance pour se défendre. Ce qui, nous le savons, est la même politique qui a conduit l'Ukraine à cet effondrement et à cette destruction. Ils ont fait de l'Ukraine ce qu'elle est depuis 2014 jusqu'en 2022. Ils ont construit une armée de 700 000 hommes préparés et entraînés par l'OTAN pour combattre. Cela a donné aux Ukrainiens une sorte d'illusion qu'ils pouvaient combattre la Russie, qu'ils pouvaient faire quelque chose contre la Russie. Je n'ai jamais cru que du côté de l'Occident, ils pensaient que l'Ukraine allait vaincre la Russie, mais ils voulaient piéger la Russie en Ukraine. Mais du côté des Ukrainiens, je pense qu'ils étaient en quelque sorte dans l'illusion de pouvoir faire quelque chose avec cela. Et avec cette nouvelle politique qui consiste à donner à l'Ukraine une certaine capacité à se défendre, c'est la même politique. Vous voulez militariser l'Ukraine. D'un autre côté, la Russie veut démilitariser l'Ukraine. C'est à mon avis le problème auquel ils sont confrontés dans les négociations. Oui, eh bien, vous savez, ce sont des questions très très pertinentes, mais elles sont aussi pleines de nuances, ce qui signifie que nous devons être prudents dans leur interprétation. Je pense que l'Occident a mis en place son propre gouvernement en Ukraine, qui n'était pas démocratique en 2014, n'est-ce pas? C'était une junte militaire. Et tout l'objectif était d'attirer la Russie dans un piège, dans un bourbier qui affaiblirait la Russie, qui permettrait à l'Occident de déstabiliser la Russie et de provoquer un changement de régime. Donc, de ce point de vue, ils n'avaient pas besoin que l'Ukraine gagne quoi que ce soit, et ils ne se souciaient pas de ce qui arrivait à l'Ukraine, ni du nombre d'Ukrainiens sacrifiés dans le processus. Ils voulaient simplement affaiblir et déstabiliser la Russie. C'était le but. Et puis, s'il y avait des personnes délirantes en Ukraine qui pensaient pouvoir vaincre la Russie, je pense qu'elles étaient très, très peu nombreuses. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, on place certaines personnes loyales à des postes de pouvoir et on leur donne des incitations pour orienter toute la société dans cette direction. Et j'ai appris cela grâce à votre émission Dialogue Works. Nima, vous aviez le colonel Jacques Baud, qui nous a parlé des sondages en Ukraine. Je crois qu'ils ont été réalisés peut-être 2 semaines avant le début effectif de la guerre. Et il demandait aux Ukrainiens, eh bien, si les Russes attaquent, défendriez-vous le pays avec des armes? Vous lèveriez-vous pour défendre le pays contre les Russes? Et l'immense majorité des Ukrainiens a répondu non. Ils n'étaient pas intéressés par cette guerre, même à ce stade avancé déjà en 2022, ce qui montre que cela n'a jamais eu quoi que ce soit à voir avec le peuple ukrainien.
You know, this at no point had anything to do with Ukrainian people. This had to do with Cela concernait certaines structures de pouvoir mises en place par les puissances occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays de l'OTAN, la Pologne et l'Allemagne inclus. L'objectif était de subjuguer la Russie, de la détruire, de la diviser et de l'éliminer en tant qu'entité politique dotée d'un quelconque pouvoir sur le continent eurasiatique. Évidemment, dans l'optique d'aller plus loin, l'étape suivante était la Chine. Mais pour atteindre la Chine, il fallait d'abord dompter la Russie. Tel était tout le rôle de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Et le fait qu'ils aient sacrifié 1,7 million d'Ukrainiens, ils s'en moquent. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de bien pour l'Ukraine. Et les préparatifs pour cela remontent à 1991, à l'époque où l'Ukraine est devenue un pays indépendant lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Presque immédiatement, l'OTAN s'est impliquée là-bas. Ensuite, ils ont commencé à organiser des exercices militaires ensemble en 1995. À Madrid, ils ont signé le traité de partenariat distinctif entre l'OTAN et l'Ukraine. Et cela a continué encore et encore jusqu'au coup d'État, moment où la coopération, la coordination et les préparatifs se sont intensifiés. Les Ukrainiens n'ont jamais demandé cela, et personne n'a consulté le peuple ukrainien à ce sujet. Car les Ukrainiens étaient opposés à cela. La majorité des Ukrainiens n'a jamais voulu rejoindre l'OTAN au départ. C'est pourquoi, en 2014, il a été nécessaire d'organiser un coup d'État et de remplacer le gouvernement démocratiquement élu par une junte militaire. Ensuite, vous savez, le reste s'est déroulé comme nous l'avons vu. Préparatifs de guerre, provocation envers la Russie, puis affrontement avec la Russie, et volonté de faire en sorte que les combats se poursuivent. Il y a eu plusieurs tentatives, tant du côté russe qu'ukrainien, pour parvenir à un accord de paix afin de mettre fin à la guerre. Et les puissances occidentales sont toujours intervenues pour empêcher la paix de s'installer, pour s'assurer que la guerre continue. Et c'est là où nous en sommes. Malheureusement, je dois dire que si les gens ne tirent pas de leçons de cela, la même chose pourrait arriver à la Roumanie, à la Pologne, à la Moldavie, à... Azerbaïdjan. Exactement, exactement, pour tous. Et vous savez, nous devons comprendre d'où cela vient et pourquoi. De toute évidence, cela n'a rien à voir avec la liberté et la démocratie. Cela n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Cela n'a rien à voir avec l'adhésion à l'OTAN ou à l'UPM. Tout cela concerne les oligarchies financières qui étendent leur contrôle colonial sur le monde entier. Et la Russie, l'Iran et la Chine se trouvent sur leur chemin et ils doivent être détruits. Puisque vous avez évoqué les racines profondes du conflit en Ukraine, voici ce que Soros a dit. C'est une vieille vidéo, mais elle révèle d'une certaine manière ce qu'il faisait en Ukraine. Ravi de vous avoir parmi nous. Moi de même. Tout d'abord concernant l'Ukraine. L'une des choses que beaucoup de gens ont remarqué à votre sujet, c'est que lors des révolutions de 1989, vous avez financé de nombreuses activités dissidentes et des groupes de la société civile en Europe de l'Est, en Pologne, en République tchèque. Faites-vous des choses similaires en Ukraine? Eh bien, j'ai créé une fondation en Ukraine avant que l'Ukraine ne devienne indépendante de la Russie. Et la fondation fonctionne depuis lors. Elle a joué un rôle important dans les événements actuels. Et pensez-vous que l'Ukraine pourra affirmer une certaine indépendance vis-à-vis de la Russie et s'orienter vers l'Occident, pas forcément en rejoignant une organisation précise comme l'OTAN, mais plutôt en adoptant une orientation occidentale? Ou bien les Russes les en empêcheront-ils toujours? Non, Poutine va essayer de déstabiliser l'Ukraine.
La Fondation fonctionne depuis lors et a joué un rôle important dans les événements actuels. N'est-ce pas incroyable qu'ils nous disent quelque chose qu'Anthony Blinken, avant le début de la guerre en Ukraine, nous disait déjà? La Russie déstabilise l'Ukraine. Ce sont exactement les mêmes propos, on entend les mêmes citations sortir de sa bouche. Oui. Je pense qu'un témoignage bien plus révélateur de George Soros, d'ailleurs, est un document qu'il a publié, il l'a écrit et il a été publié sur les pages de son propre Open Society Institute en 1993. Le titre du document était Vers un nouvel ordre mondial, dans lequel il dit en gros qu'il faudrait utiliser l'OTAN pour imposer le nouvel ordre mondial à pratiquement le reste de la planète. Ensuite, il aborde le problème des pays européens qui ne sont pas enclins à la guerre, que ce serait politiquement très difficile d'envoyer des troupes européennes en guerre contre la Russie. Et puis il dit donc nous devrions utiliser des troupes d'Europe de l'Est, donc nous leur fournissons des armes, des munitions et de la formation, et ce sont eux qui se battent et meurent. Et c'est, enfin, ce qu'il a écrit dans ce document. Encore une fois, je pense qu'il est toujours sur les pages web d'Open Society et il s'appelle Vers un nouvel ordre mondial. Attendez, laissez-moi vérifier. Vers un nouvel ordre mondial, l'avenir de l'OTAN, publié en novembre 1993, n'est-ce pas? C'est donc un document bien plus révélateur, car il expose exactement ce que nous avons vu se produire. Et ce document a été publié il y a 32 ans. Donc le fait que les événements mondiaux se soient déroulés selon un scénario qu'un homme a écrit et publié il y a 32 ans, vous savez, si vous enquêtiez sur un crime, ce serait comme une pièce à conviction majeure. Et alors il faudrait se demander, qui est cette personne? Qui est George Soros? Comment sait-il tout cela? Comment savait-il tout cela? Pour qui travaille-t-il? D'où vient l'argent qui lui permet de faire ce qu'il fait? Et alors on commence à tirer des conclusions très intéressantes. Et on se rend compte que cette continuité de 500 ans des puissances coloniales européennes façonnant le développement des événements mondiaux, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, tout ce discours sur les droits de l'homme, la démocratie, la liberté et tout le reste, ce n'est qu'une façade. C'est uniquement destiné au grand public, pour fabriquer le consentement à la guerre. Mais en réalité, les intérêts ultimes qui poussent à cette marche vers la guerre sont toujours les mêmes. Les mêmes qui ont poussé la Suède à envahir la Russie, qui ont poussé Napoléon à envahir la Russie, qui ont poussé Hitler à envahir la Russie. Et il faut comprendre qu'en 1941, en juin, lorsque Hitler a envahi la Russie, il n'y avait pas que Hitler. La plupart des pays européens ont participé à cette invasion. C'était la plus grande force d'invasion jamais rassemblée. Je crois qu'il y avait environ 3 millions de soldats. Cela comprenait la Finlande, la Suède, la Hollande, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Pologne, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Croatie, Italie, Espagne, France. C'était un projet européen. C'était très similaire à ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc nous devons nous demander, au-delà de la façade, au-delà des structures supposément démocratiques de gouvernance que nous pensons avoir en Europe, qui sont et quels sont les intérêts qui nous poussent constamment à la guerre, et pourquoi. Et une fois que nous aurons compris cela, alors nous pourrons, je pense, enfin arrêter ce cycle. Et je pense que, heureusement, des personnes comme Vladimir Poutine et Xi Jinping l'ont compris. Je pense que la direction en Iran l'a compris, et je pense aussi que les proches de Trump l'ont compris également. Et je pense qu'ils disent « no mas ». Je pense que les derniers pays à comprendre ce qui se passe sont le Brésil et l'Inde. Ils commencent à y arriver.
Ils commencent à comprendre ce qui se passe avec l'Occident. Et je ne sais pas à quel point l'Inde est impliquée. Mais à mon avis, ce qui se passe entre l'Inde et la Chine est considérable. Oui, mais le problème, c'est que la classe politique dans tous ces pays est toujours divisée. Il y aura des personnes souverainistes et nationalistes qui voudront suivre une voie indépendante. Et il y en a d'autres qui aiment envoyer leurs enfants à Oxford, Cambridge, au MIT ou à Harvard, et qui aiment avoir leurs appartements et chalets dans les stations de ski suisses, ainsi que des yachts sur la Méditerranée, dans le sud de la France, et ainsi de suite. Et puis vous savez, ils voudront rester loyaux envers les centres de pouvoir occidentaux. Eh bien, on pourrait dire la même chose pour l'Allemagne, pour la Pologne, pour la Hongrie, et pour n'importe quelle nation. Mais je pense qu'à un certain moment, l'une de ces factions va devenir dominante. Et je crois que les événements mondiaux, tels que nous les avons observés, je dirais depuis 2019, donnent de plus en plus de crédibilité aux nationalistes et aux souverainistes dans la plupart des pays, et de moins en moins de crédibilité aux mondialistes qui restent fidèles à la City de Londres, à Wall Street et à d'autres centres financiers du monde. Ainsi, je pense que c'est une tendance qui évolue très lentement, mais qui prend une telle ampleur et une telle force que je ne vois pas comment elle pourrait être inversée. Je pense qu'avec chaque jour qui passe, de plus en plus de gens changent de camp contre l'empire mondial et en faveur de, eh bien peu importe comment on l'appelle, des intégrations multipolaires. Et je ne crois pas qu'il existe un récit capable d'inverser cette tendance. Si on analyse ce que le monde occidental, ce que les mondialistes proposent, c'est tout simplement pathétique. C'est idiot. C'est l'idéologie LGBT, le zéro émission net, le Great Reset et les migrations. Rien de bon, rien que les gens désirent. Et je veux dire, capturer le carbone de l'atmosphère pour l'enfouir sous terre, je ne connais personne qui ait demandé ça. Je ne connais personne qui pense que c'est une bonne idée, mais ils le font quand même. Donc je pense que toute cette façade, tout cet édifice va s'effondrer. Alex, comment vois-tu la situation au Moyen-Orient? Et penses-tu que nous assistons à une sorte de calme avant la tempête dans cette région? Que se passe-t-il là-bas? Israël essaie de prendre le contrôle total de Gaza. D'un autre côté, la situation en Syrie reste chaotique. Les tensions persistent dans la région. Nous voyons le conflit entre l'Iran et Israël. À ton avis, à quoi peut-on s'attendre au Moyen-Orient? What can we expect from the Middle East, in your opinion? In one word, escalation, I think. En un mot, escalade, je dirais. Et cela se passe sur trop de fronts maintenant. Israël essaye de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza, ce qui ne se passe pas très bien. Il me semble que les troupes israéliennes subissent beaucoup de pertes et qu'elles le dissimulent. Je pense qu'ils perdent beaucoup plus de soldats qu'ils ne l'admettent. En conséquence, les FDI sont épuisés, affaiblis et démoralisés. Si ce que j'entends dans les rapports est exact, les désertions atteignent 50%. 50% des personnes ne se présentent tout simplement pas lorsqu'elles sont mobilisées. Israël s'éparpille parce que le Hezbollah n'a jamais disparu. Le Hezbollah est toujours là. Je pense qu'en Égypte, Sisi va avoir du mal à résister à Israël. Israël est également impliqué dans une situation très compliquée en Syrie, où les Israéliens savent ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que les Turcs, qui contrôlent le HTS, veulent la même chose. Et il semble que la Turquie et Israël soient sur une trajectoire de collision, de façon irréversible. Désormais, cette crise s'étend déjà à Chypre, où l'on a vu tous ces Israéliens débarquer à Chypre, et vous savez, le côté grec se demande ce qui se passe. Mais les Turcs sont clairement très inquiets,
Et ils ont prévu de renforcer la présence militaire de l'armée turque à Chypre, passant d'environ 40 000 soldats actuellement à plus de 100 000. Ils invoquent la menace israélienne comme raison de cette décision. Et puis, il y a de plus en plus d'appels en Turquie pour prendre l'ensemble de Chypre, pour simplement expulser les Grecs de Chypre et annexer l'île en tant que partie de la nation turque. Ensuite, nous avons 2 grandes bases militaires britanniques à Chypre. Et vous savez, partout où les Britanniques sont présents, il n'est qu'une question de temps avant que des problèmes n'éclatent. Il semble que le gouvernement Netanyahou veuille renouveler ses hostilités avec l'Iran. Du côté iranien, il y a une conviction presque unanime qu'une attaque est imminente, que ce n'est qu'une question de temps, et probablement cela pourrait arriver ce mois-ci, ce qui signifie quoi? Il reste 10 jours dans ce mois. Donc dans les 10 prochains jours, nous pourrions assister à une attaque d'Israël contre l'Iran. Et les Iraniens pensent que les États-Unis ne pourront pas rester en dehors de ce conflit. Il y a donc désormais des voix de plus en plus nombreuses en Iran, à des niveaux très élevés et influents, qui estiment qu'ils devraient en fait lancer une attaque contre Israël plutôt que d'attendre passivement qu'Israël attaque. Tout simplement, si l'on ne peut pas éviter le combat, alors il vaut peut-être mieux porter le premier coup. Il semblerait donc que les Iraniens se soient préparés à cela et qu'il ne reste plus qu'à prendre une décision. D'après ce que je comprends, l'Iran dispose d'assez de drones et de missiles pour pratiquement créer un tapis roulant vers Israël, capable de livrer en continu des drones et des missiles pendant 2 ans. Et nous avons déjà vu ce qui s'est passé après 12 jours. Et on dit que si l'Iran lance cette fois-ci une attaque préventive contre Israël, ce ne sera pas une petite chose, ce serait définitif. Ils viseront à tuer, à littéralement rayer Israël de la carte cette fois-ci. Et donc si cela se produit, je pense qu'à plus long terme, la situation au Moyen-Orient pourrait se désamorcer, car Israël a été précisément l'instigateur de toute l'instabilité, des guerres et des querelles dans la région. Mais je pense qu'entre-temps, les choses risquent de s'aggraver. Et même si l'Iran ne lance pas d'attaque préventive, si Israël attaque l'Iran, la riposte de l'Iran sera très très dévastatrice. Oui, je pense que ton analyse est tout à fait juste en ce qui concerne l'Iran et l'état d'esprit des Iraniens. À mon avis, ce serait un suicide, mais un suicide pour Israël. Mais pour Netanyahou, d'une certaine manière, ce n'est pas son problème. Netanyahou ne les a jamais arrêtés jusqu'à présent. Ils s'en fichent. Ils font la guerre à tout le monde. Ils sont quoi sur 7 fronts? Et les Israéliens disent même qu'une fois qu'ils en auront fini avec l'Iran, le Pakistan sera le prochain. La Turquie. La Turquie, le Pakistan, peu importe. L'Égypte, on va tuer tout le monde. On va tout raser et on va appeler ça la paix. C'est incroyable. Mais la conduite de la politique étrangère israélienne n'a pas été rationnelle. Elle a été très très irrationnelle. Elle a été carrément folle. Donc je pense qu'il ne serait pas surprenant que cela continue à être insensé, ce qui signifie qu'une attaque suicidaire contre l'Iran correspondrait parfaitement à leur façon d'agir. Oui, exactement. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir, Nima. Merci. Prends soin de toi. À bientôt. Au revoir. Bye bye.